D'abord, merci infiniment à Christophe, merci évidemment à Brice et à Léo pour la qualité du travail, et puis je tenais évidemment à remercier de manière extrêmement chaleureuse Mathéo, Lily et Léana pour le travail qui a été accompli hier et avant-hier pour être en mesure de vous servir ces deux banquets. Bon, donc d'ici, entre-temps, je quitte le tablier et je vais essayer de vous dire des choses sur cette présentation que j'ai intitulée Résistance et viscosité. En fait, l'idée, c'est un truc qui est assez ancien, mais il y a des années et des années, j'avais une relation d'amitié assez profonde avec Emmanuel Ocar, grand écrivain français, qui était un Deleuzien, au sens propre, et on avait beaucoup discuté de la question de Deleuze. Et un jour, Emmanuel m'avait dit cette chose assez étonnante que j'ai toujours conservée en tête, mais avec laquelle j'avais jamais rien fait. Il m'avait dit la vraie résistance se tient dans ce qu'il avait appelé à ce moment-là la viscosité. Alors j'essaierai de vous expliquer d'où vient la viscosité, puis j'essaierai de vous en parler, etc. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de vous dire deux choses. D'abord, essayer de prendre le concept de résistance pour essayer de proposer une interprétation contemporaine du concept d'existence, et ensuite de ça, d'utiliser le concept de viscosité pour essayer de proposer une interprétation contemporaine du concept d'œuvre. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais vous proposer les deux, et d'essayer de vous montrer à partir de ça que ça conditionne probablement en partie une possibilité de fabriquer ou de réfléchir à ce qu'on appelle l'histoire de l'être et l'histoire de l'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça je le pose comme premier état, que résister consiste à retenir la puissance existentielle, c'est-à-dire la puissance qui fait que je désire exister, de telle sorte que nous puissions demeurer plus longtemps là où nous advenons. D'accord? Et par conséquent, de telle sorte que ça nous permet de stopper ce que moi j'appelle la puissance coercitive de l'histoire, c'est-à-dire ce qui nous bloque dans quelque chose qui est déjà dû réaliser, mais qui n'est plus autre chose. Donc ça, c'est la première chose pour la question de la résistance. Et de l'autre côté, je vais essayer de vous dire que la viscosité, quant à elle, présuppose qu'il y a certains objets qui maintiendraient cette puissance de résistance, tandis que d'autres objets vont la cristalliser, c'est-à-dire vont la maintenir sous une forme fixe. Voilà, c'est ça que je vais essayer de vous exposer, c'est ça que je vais essayer de vous indiquer, et on va essayer de voir comment on peut creuser autour de ça. Donc, mon point de départ, c'est un théoricien, Gilles Deleuze, et un poète, Emmanuel Ocar. Emmanuel Ocar, pour celles et ceux qui ne voient pas, Emmanuel Ocar est né en 1940 et il est mort récemment, puisqu'il est mort en janvier 2019. Personnage, à mon sens, assez essentiel, un des très grands auteurs de la littérature contemporaine, un des auteurs phares de la question de la littérature contemporaine, et en tout cas de la question de la littérarité. On n'aura pas le temps d'en parler, mais bon, on essaiera de comprendre. Alors, une fois que j'ai posé ça, première chose que je vais essayer de dire, c'est que on sait que Deleuze nous avait expliqué que le concept est ce qui est produit par la philosophie. Okay. Grand travail de Deleuze d'avoir indiqué ce genre de choses. Donc, la philosophie, ça produit du concept. Et donc, je pose comme corrélat que de l'autre côté, la poésie, ça produit du poème. Alors, vous allez me dire que c'est une tautologie, mais on va voir comment ça va développer les choses. Et que le poème, en tant que tel, il dit quelque chose d'une expérience particulière, cette expérience qui est originelle depuis la fondation de la poésie chez les Grecs, ça dit une expérience comme suspension de la finalité. Okay? C'est ça qui est indiqué dans le poème, il y a une suspension de la finalité, c'est l'expérience centrale du poème. Et donc, en tant que tel, le poème, c'est une résistance contre l'achèvement au profit d'une expérience que l'on va nommer, si l'on veut, œuvre, ou si on a besoin, qu'on va nommer œuvre d'art. Alors, pour être encore plus précis, je pourrais dire que si la philosophie produit du concept, au sens propre, on pourrait dire d'une manière encore plus contemporaine, ou encore plus moderne, que la poésie, ça fabrique ce qu'on appelle du poématique. Alors là, il faut avoir recours pour certains on le sait, mais recours à Walter Benjamin, et ce texte que Walter Benjamin écrit tout jeune, dans l'hiver 1914-1915, qui est ce commentaire qu'il produit sur deux poèmes de Friedrich Hölderlin, et à l'intérieur duquel il va développer ce concept qui va être central, qui est ce concept allemand du Gedichtete,
c'est-à-dire ce qui fait qu'on va traduire par poématique, ce qui fait qu'il pourrait y avoir un objet fixe qu'on appelle Gedicht, le poème, qui a une forme, qui est identifié comme une forme et fixé comme une forme, cristallisé comme une forme, et de l'autre côté, il y aurait quelque chose qu'il appelle le Gedichtete, c'est-à-dire le poématique, qui est une teneur interne, qui fait qu'il n'y a besoin de rien, et pas besoin que ça ressemble à du poème, à quoi que ce soit, mais qui fait que quelque chose peut devenir du poème. Alors, ça veut dire que ce Gedichtete, ce poématique, je vais proposer qu'on l'entende de la manière suivante. Le poématique ou le Gedichtete n'est pas autre chose que toute chose du vivant intensifiée en tant que poétique. Donc ça veut dire que de l'autre côté, je peux faire la même chose avec le concept. Begriff en allemand, ça veut dire qu'on pourrait dire que tout concept ou tout Begriff n'est pas autre chose que toute chose du vivant intensifiée en tant que saisie. Alors je rappelle à ce titre-là qu'en avril 1980, le 15 avril 1980, Deleuze fait un cours sur Leibniz et Deleuze dit la chose suivante, je cite, « Je dirais que le concept, c'est un système de singularité prélevé sur un flux de pensée. » Et moi, c'est cette question du prélèvement qui m'intéresse, cette manière de saisir. Et donc, ce que je propose pour le moment, titre de structure générale, qui est que le poématique, c'est une manière d'intensifier toute chose du vivant, alors que de l'autre côté, le concept ou le Begriff, c'est une manière d'intensifier toute chose du vivant en tant que saisie. Okay. Alors, il y a une logique à ça, hein. Cette saisie, elle se comprend évidemment dans le mot, puisqu'on sait que en allemand, Begriff, ça vient du verbe greifen, qui signifie saisir, qui signifie en français ce qu'on appelle comprendre, que le concept c'est pareil, ça vient du latin cum capire, cum capire c'est prendre avec, et que vous avez la même chose dans le grec, logos, ça vient du verbe legein, et que legein, ça signifie cueillir, saisir, sélectionner, assembler, etc., etc. C'est systématiquement une manière de prélever quelque chose sur le monde, et de le prendre en tant que prélèvement. Ce qu'on appelle concept, ce que j'imagine être concept, c'est donc cette intensification d'un prélèvement. De même que le poématique, c'est encore autre chose, c'est une intensification de quelque chose, de n'importe quoi en tant que chose qui a été pris sur le vivant, tout vivant. Voilà, moi ce que je vais essayer de construire autour de ça, autour de ces deux régimes d'intensification, le poétique et la saisie. Alors on sait par ailleurs que Deleuze a longtemps travaillé sur la question de la résistance comme concept central et en énonçant que la résistance est l'expérience de l'œuvre. Alors on sait que le terme de résistance désigne quelque chose qui pour nous va être important pour comprendre ce que signifie l'existence. Et on sait que depuis le départ de ce qu'on appelle la philosophie, la question de l'existence est le centre de la pensée de la philosophie. Okay ? Alors, même si c'est compliqué, parce que du coup, il faudra faire un tournant de la philosophie, il faudra penser certainement autrement, mais en tout cas, la philosophie, depuis ses origines, a toujours essayé de penser le concept d'existence de deux manières. Soit de manière ontologique, c'est-à-dire je vais plonger depuis les étangs, c'est-à-dire depuis les formes que j'ai données à mon être, pour pouvoir désigner ce qu'est l'existence, soit si c'est pas ontologique, ce sera une forme téléologique, c'est-à-dire je vais regarder vers un devenir ou vers un futur et essayer de comprendre à partir de ce qui sera, ce qui peut être aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'un et l'autre cas, que ce soit ontologique ou que ce soit téléologique, il n'y a pas de rapport à la présence et il n'y a pas de rapport à l'expérience fondamentale du présent. Et moi, c'est ça que je vais essayer de creuser autour de ça. Il faut alors comprendre que le poétique est poétique en tant qu'il opère une résistance fondamentale sur ce qui a été et sur ce qui sera. C'est ça que je voudrais proposer aujourd'hui, de le prendre sous cette forme-là, et de comprendre pourquoi Deleuze dit que l'expérience de la résistance, c'est l'expérience de l'œuvre, parce que l'œuvre, ou le poétique, est une résistance fondamentale, ça empêche que les choses deviennent du ce qui a été ou de ce qui sera. Ça les maintient dans une expérience du présent. Ça les maintient en tant qu'expérience d'intensification de la mesure du présent ou de la mesure de ce qui est. Alors on le sait aussi, ça c'est un autre truc qui est intéressant, c'est que le terme résister provient du latin resistere, et que le terme résister, ça dit s'arrêter, ça dit tenir face, ça dit tenir une position et se maintenir devant quelque chose. Alors, petite parenthèse, mais il y aurait une manière, j'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais il y aurait une manière de comprendre en fait que résister pourrait être aussi un des modes de traduction du concept de poiesis. La poiesis grecque et le poios, c'est une manière de se tenir devant quelque chose, c'est une manière de pousser quelque chose pour que quelqu'une se tienne devant quelque chose.
Donc il y aurait toute une manière de pouvoir essayer d'interpréter ça, mais là aujourd'hui j'ai pas le temps, mais en fait il y aurait quelque chose à faire. Et de l'autre côté, on sait que le verbe résister provient d'un verbe qui est sistérer, qui est donc intensifié pour devenir résister, et que sistérer, ça signifie s'arrêter, se maintenir. Le terme résistance est donc en lui-même une intensification d'une position. C'est ça que ça dit. Donc toujours cette question d'une intensification. Or, on le sait, la formation du terme d'existence, de l'existence, dit l'inverse du terme de la résistance. Le terme existence désigne une manière de sortir de son maintien sistéré. Et donc on a deux positions contradictoires fondamentales, qui est celle de l'exister et celle du résister. Et cette contradiction, elle donne, à mon sens, et dans la manière avec laquelle on est capable de le lire depuis la pensée de Deleuze, elle donne la possibilité d'interpréter à la fois notre rapport à l'histoire. Je rappelle que l'histoire, c'est une manière de cristalliser des événements et de cristalliser de ce qui a été, à l'histoire et à la hantise. Et quand je dis la hantise sous ce qu'on appelle la forme spectrale. Et on sait que la modernité nous a appris une chose qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'on l'a appris avec Marx, c'est-à-dire que les spectres ne viennent pas que du passé. Les spectres viennent aussi du futur. Et donc c'est deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des spectres qui viennent de ce qui a été, et il y a énormément de spectres, et peut-être encore aujourd'hui beaucoup plus de spectres qui viennent de ce qui sera. C'est la spectralité marxienne est évidemment celle qui a été reprise par Deleuze dans les spectres de Marx. Les spectres sont essentiellement devant nous, c'est-à-dire dans le devenir et pas dans le passé. Et donc cette contradiction entre exister et résister, cette opposition tensive entre exister et résister, c'est une manière pour nous, je le répète, de comprendre notre position, notre rapport à l'histoire et à la spectralité. C'est-à-dire comment je fais pour me tenir dans ce double jeu. Et on le sait qu'évidemment, il n'y a pas d'autre possibilité pour exister que de résister. On ne peut pas le faire autrement. Et qu'à partir de ça, on peut comprendre évidemment que la grande originalité du travail de Deleuze est d'avoir pensé, à partir de cette contradiction, une ontologie de l'être dans le devenir. Mais dans un devenir court, c'est-à-dire dans un devenir qui est dans l'expérience du résister. Et c'est cette ontologie de l'être qui est précisément à entendre dans la contradiction entre exister et résister. C'est précisément dans la tension entre les deux qu'on peut comprendre pour nous ce que pourrait être l'ontologie de l'être. Ça veut dire donc qu'à partir de ça, on pourrait proposer que l'ontologie de l'être n'est pas à entendre comme une essence, parce que du coup ça appartiendrait à la métaphysique ancienne, mais à entendre comme un lieu, au sens où ce qu'on a appris avec évidemment la réforme de la métaphysique ou la transformation de la métaphysique à partir d'Heidegger, un lieu où un être a I circonflexe TRE, et que cet être est dans la contradiction entre existence et résistance, et dans une certaine résistance au devenir. C'est ça qui constituerait le lieu propre de l'être. Le lieu de l'être, je le répète, est dans une résistance au devenir. Je reparlerai, si j'ai le temps, 2 minutes de la question de l'être après. Ça veut dire que je vous propose donc comme formule centrale, qui sera le point central de mon intervention, qui est de considérer que l'être de l'être est un désir d'existence comme résistance. Voilà, c'est-à-dire le lieu de l'être est un désir d'existence comme résistance. Et que c'est dans cette tension, dans cette contradiction, qu'il y a la possibilité d'advenir en tant que ce nous sommes. Alors, cette contradiction ou cette tension, c'est ce que les Grecs nomment, et c'est ce sur quoi Deleuze a beaucoup travaillé, ce que les Grecs nomment une schizé, et qui est cette contradiction, évidemment, entre existence en résistance et résistance. Existence et résistance, pardon. Or, on le sait aussi, c'est que l'ensemble de tous les dispositifs. Alors, qu'est-ce que je nomme dispositif? On peut lister rapidement ça. Les archets, c'est-à-dire les structures, les principes, ce qui donne les ordres, les gouvernances, les systèmes d'instauration de valeurs, l'économie, le capitalisme, les religiosités, la métaphysique, etc., etc. Mais tout ce qui structure et qui fabrique en fait des donations de structure. Que ces dispositifs ne cessent de maintenir à tout prix une fixation de l'essence de ce que nous sommes et de ce que nous serons, à la fois dans une clôture du temps. Et ce temps, il y a 3 formes majeures, cette clôture du temps, c'est soit un temps tragique, soit un temps messianique, soit un temps du capitalisme, c'est 3 formes de cette clôture, et cette clôture, elle nous prive de toute historialité, c'est-à-dire, elle nous prive de toute expérience de ce qu'est un présent, puisque nous sommes coincés à la fois dans ce qui a été et dans ce qui sera. Et que cette expérience
de cette privation, en fait, cette expérience, elle est fondatrice. Elle est fondatrice de ce qui nous fait ressentir une puissance particulière à devenir autre chose. Et cette puissance particulière comme résistance, elle a un autre nom. Alors ça, c'est ça qui est assez magnifique, et ça, c'est la langue qui nous le permet. Elle porte un nom chez les Grecs qui est dérivé du terme skizé. Et cet autre terme, c'est la schiza, donc avec un alpha à la fin. Et la schiza, c'est depuis ce qu'on appelle la schiza, c'est-à-dire le schizein en grec, c'est déchirer, arracher, broyer un truc. Et la schiza, c'est le fragment qui reste une fois que vous avez déchiré quelque chose. C'est le petit éclat de bois, c'est les chardes au sens propre. Tous ces petits morceaux qui vont venir, en fait, qui sont le résultat, en fait, de cet acte de cassure. Et au sens propre, puisque je viens de le dire, cette schiza, ce petit éclat de bois, c'est ce que Walter Benjamin avait extraordinairement pensé, de manière assez éblouissante, sous la forme de ce qu'il appelle les écharpes du temps messianique. C'est-à-dire, dans ce temps particulier de cette résistance, il y a toujours quelque chose qui vient incruster la chair, incruster nos chairs d'être, en tant que dimension spectrale, à la fois de ce qui a eu lieu et de ce qui aura lieu. Donc voilà, il y a tout un truc qu'il faudrait repenser autour de ça, et qui me semble être important. La résistance consiste donc à tenter de libérer ce qui a été enfermé, si je suis deleuzien au sens propre, dans cette relation fondatrice. Autrement dit, elle consiste à libérer ce que nous avons laissé honteusement enfermé dans l'essence et dans le respect des essences. C'est ça qui consiste à faire. Donc elle consiste à exploser en gros la métaphysique pour pouvoir faire autre chose et se libérer de cette emprise des essences sous une forme de résistance. Pour le dire encore autrement, il s'agit de libérer l'être de l'être pour qu'il puisse advenir dans l'être, A-I-T-R-E, c'est-à-dire l'espace laissé libre. Alors l'être A-I-T-R-E, c'est un terme que j'affectionne particulièrement parce que, vous le savez sans doute, l'étymologie du mot être, c'est atrium en latin, et l'atrium, c'est cet espace étrange où, en tant qu'entrée, vous êtes obligé de faire un écart, c'est-à-dire que la direction de votre mouvement est imposée par deux choses. Elle est imposée par un bassin central, vous êtes obligé de tourner autour du bassin, il est imposé par un trou dans le plafond qui permet évidemment un rapport avec l'extérieur, qui vous oblige en fait à fabriquer une circulation autrement, c'est-à-dire ça vous oblige à résister autrement dans un déplacement, dans une manière de venir. Et puis on sait aussi que l'étymologie première d'atrium, c'est le terme grec atrios, c'est-à-dire c'est le moment où il y a quelque chose en tant qu'une lumière nouvelle, la lumière du jour, qui vient ouvrir en fait une autre possibilité de conceptualiser le présent. Je suis en train d'exploser mon temps, non ? Tu me dis, hein. Normalement, j'en suis à quoi ? Non, mais comme il y a des intervenants qui arrivent en retard, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. Donc, voilà, l'être est la place laissée libre pour que quelque chose advienne. C'est ça qui est nécessaire. Sans cette place, il n'y a pas de possibilité d'existence et donc pas de possibilité d'existence. Et la résistance doit être entendue au sens profondément deleuzien comme la possibilité d'une libération et comme la possibilité d'une vigilance. Alors quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Deleuze qui le dit. Deleuze dit, la résistance, c'est ça, c'est à la fois une possibilité de libération et de vigilance. Alors juste, je voudrais faire 2 micro-commentaires sur ça, parce que il faut juste préciser la possibilité d'interprétation de cette question-là. C'est que on sait que la question de la libération, la question du concept de liberté est un concept extrêmement poisseux, extraordinairement emmerdant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire se libérer ? Ça ne veut pas dire être libre, parce que ça ne voudrait dans ce cas-là rien dire, ce serait une forme tautologique. Moi, ce que je voudrais proposer, c'est que pour entendre ce que Deleuze dit sur cette libération, il faut le prendre à partir de ce qui est une sorte de point de départ du concept de ce libère latin, et que je vous propose aujourd'hui comme la possibilité de ne pas éprouver la crainte de la soumission. C'est ça, qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire se libérer. Se libérer, ça n'est pas être libre, c'est simplement tenter de ne pas éprouver la crainte de la soumission. C'est bien pour ça que la liberté commence dans le monde latin par un acte d'affranchissement qui fait passer un esclave, qui est un être de la soumission, qui est un être dans la crainte de la soumission, le doulos, à autre chose, c'est-à-dire à la possibilité de se séparer de ça. Et donc voilà, c'est ça que je vais essayer et de comprendre à partir de ça que quand Deleuze dit que l'art doit être pensé comme une libération d'une puissance de vie, ça signifie au sens propre que l'art doit être pensé comme une puissance particulière qui permet de sortir de la crainte de la soumission. Et quant à la vigilance, ça c'est un autre problème qui est très compliqué, c'est de dire qu'est-ce que ça vient faire la vigilance ? La vigilance, c'est, à mon sens, c'est
c'est le second concept fondateur de la philosophie. Le premier concept fondateur de la philosophie, c'est, on doit cet héritage évidemment à Heidegger, c'est la question de la surmesure. La philosophie commence parce que je sais que je ne peux pas capter ce qui se passe en monde. Il y a une surmesure de ce qui se passe en monde. Et du coup, j'ai un problème par rapport à ça, c'est la première chose. Et que le deuxième objet, le second objet fondateur de la philosophie, c'est la question de la vigilance. Être vigilant. Mais la question, c'est vigilant comment? Alors, on sait que Platon nous a donné deux indications pour comprendre la vigilance. Un, c'est le concept de frura, c'est-à-dire quelque part, il y a un poste de vigie, il y a un poste qui nous oblige à observer ce qui se passe. Et donc, on observe quoi dans la philosophie? On observe quelque chose de particulier qui sont les modalités. On observe les modalités de nos existences. Et c'est bien ça. Donc, les modalités de nos existences commencent comme un mode propre qui est celui de la résistance. Et la deuxième chose qui est importante, quand c'est pas la frura, c'est-à-dire ce poste qui permet d'observer nos modalités d'existence, quand c'est pas la frura, c'est ce que Platon appelle le pharmakon. Et le pharmakon, c'est la mesure. C'est-à-dire cette chose si compliquée que nous ne savons évidemment pas faire, c'est la grande leçon hölderlinienne, nous ne savons pas doser les choses. C'est un truc qu'on ne sait pas faire. C'est une résistance fondamentale à ce que nous sommes, et nous sommes capables de faire énormément de choses, mais nous ne savons jamais doser les choses. C'est pour ça qu'évidemment, il y a un péril fondamental à ce que nous sommes, parce qu'il y a un problème sur cette mesure, cette question de la mesure, cette question de la dose. Et c'est ce texte sur lequel je reviens souvent d'Hölderlin, qui est plein de mérite, l'homme habite cette terre en poète. Pourquoi il est plein de mérite? Simplement parce qu'il n'y a pas de mesure. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas cette capacité. Donc voilà, ça c'est cette chose que je voulais indiquer sur le concept de résistance. Et que donc le concept de résistance est une manière effectivement de s'ouvrir à la possibilité d'une puissance qui nous permet de ne pas cristalliser les objets et qui nous permet de nous maintenir, si possiblement, dans une expérience intensive du présent. Donc, là, ce que je viens de faire, je viens de le présenter d'un point de vue théorique, à partir d'une lecture de Deleuze. Et ce que je voudrais faire en conclusion, c'est le présenter cette fois-ci d'une manière formelle, c'est-à-dire fondamentalement plastique. Donc, de ne pas arriver par la question de la théorie, mais de le présenter de manière plastique. Et cette manière plastique, c'est ce que j'ai appris, moi, il y a des années, il y a presque 20 ans exactement, en 2003, quand Emmanuel Ocar a publié ce livre qui a été absolument fondateur pour moi et sans doute pour d'autres, qui s'appelait L'invention du verre. Et l'invention du verre, Emmanuel Ocar écrit en 4e de couverture, donc je vais vous lire simplement le 4e de couverture, parce qu'il dit quasiment tout, et ce sera cette forme plastique qui permettra d'expliquer ce que j'appelle la viscosité. Emmanuel Ocar, on est en 2003 donc, Emmanuel Ocar écrit la chose suivante, je cite, « Le récit tend à expliquer et cristalliser, entre parenthèses, le 4e état de l'eau, fermez la parenthèse. Donc expliquer et cristalliser une situation qui n'a pas encore été tirée au clair. Sous couvert d'organisation logique de la mémoire, ce jeu de facettes est une fiction, car le sens n'y prend corps que dans l'enchaînement des énoncés, le phrasé grammatical, en gommant ombres et angles morts. En revanche, comme le verre qui est un liquide, le poème est amorphe. Il ruisselle en tous sens, mais ne reflète rien. Quel est le sens de bleu? Personne n'a besoin de s'interroger sur le concept de bleu pour comprendre ce que veut dire bleu. Voilà. Et je vais faire 2 commentaires sur ça, mais je vais le laisser en tant que forme plastique, c'est-à-dire si la théorie, ce qu'on appelle la théorie, nous apprend la possibilité du concept de résistance pour pouvoir comprendre ce qu'est l'existence, de l'autre côté, ce que nous apprend le poématique, c'est-à-dire l'expérience de l'œuvre, c'est précisément cette question qui est indiquée ici, c'est un problème de viscosité. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a toujours l'expérience de ce qui est encore amorphe, c'est-à-dire ce qui est encore privé de la forme qui fixe et qui cristallise les objets. Et c'est ça qui constitue, à mon sens, l'essence, c'est-à-dire le lieu où se situe l'expérience de l'œuvre et où se situe l'expérience du poématique. C'est-à-dire cette résistance saisissante à donner une forme définitive. La résistance saisissante à donner une forme définitive, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle depuis Hölderlin à la fois la parataxe et la possibilité du performatif. Il y a un truc qu'il faudra faire autrement que dans une forme, et c'est pas la forme qui dira que le poème est poème. C'est autre chose. C'est la performativité de la lecture qui le fera. Et cette performativité, elle est fondamentalement amorphe. Et c'est ça qui est essentiel, et c'est ça que j'appelle la viscosité, et c'est ça qui est, à mon sens, une des résistances comme expérience les plus fondatrices de ce qu'est l'expérience de l'œuvre. Et après, il resterait un commentaire, mais j'aurais pas le temps de faire, parce que là, j'ai vraiment explosé le temps. Il resterait un commentaire essentiel à faire, à comprendre pourquoi
mais je vous laisserai cogiter là-dessus. Pourquoi il écrit le poème, toujours, il ruisselle en tous sens. Qu'est-ce que veut dire ce tout sens? Mais il ne reflète rien. Ça, il faudrait comprendre évidemment qu'ici, c'est une déconstruction de toute la pensée aristotélicienne et de toute la pensée fondatrice de l'œuvre comme cristallisation d'une charis et comme cristallisation en fait d'un processus de ce que Derrida a appelé le plaisir de se voir soi-même, prendre du plaisir devant une œuvre. Mais voilà, il y a quelque chose à détruire de cette question-là, et ce qui est à détruire, c'est à la fois la puissance de cristallisation, de toute cristallisation, et cette nécessité à fixer les objets pour qu'ils reflètent quelque chose en tant qu'objet fixe et stable. Et c'est ça que je nomme cette double face de la résistance, à la fois d'un point de vue théorique et à la fois d'un point de vue plastique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tôt. Ouais, c'est tôt ouais, pour les questions. Ouais. Mais il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. J'essaye de réfléchir si j'en ai pas une petite. Voilà. Non, c'était tellement clair. Ouais, non, mais j'ai prévenu qu'on avait 10h15, mais voilà. Il y a donc pas de questions? Ouais. Mais non, mais parce que c'est clair, donc faut digérer et puis. Non, j'en ai pas. C'est clair. Faut que je lise. Je connais pas Monsieur Ocar, donc c'est avec un H. H-O-C-Q-A-R-D. Voilà, H-O-C-Q-A-R-D. POL. Il y a trois textes, à mon sens, il y a trois textes extrêmement importants pour comprendre la littérature d'Emmanuel. Le premier qui s'appelle Un test de solitude, qui a été publié en 2008, qui est pour moi un texte extraordinaire parce que Un test de solitude, c'est un recueil de poésie amoureuse qui est dédié à sa boulangère, qui s'appelait Viviane, et le poème commence par Viviane est Viviane, point, seule et unique. L'expérience fondatrice de la tautologie, en disant que de toute façon, faire de la poésie, c'est toujours ce truc extraordinairement chiant qui est déclarer quelque chose à quelqu'un qui ne le comprendra pas. Et donc, à partir de ça, il faut trouver une forme. Et donc, il va trouver une forme qui est géniale, c'est que il va se dire que le poème est contenu dans encore une fois, un principe amorphique, qui est donc le sonnet, mais il ne prend pas le sonnet comme 4-4 plus 3-3, il prend le sonnet donc avec toutes ces lignes, plus les 3 lignes qui font les interstrophes, et en fait, il en dessine un rectangle, et c'est ce rectangle qui est imposé de la couverture au 4e de couverture et qui traverse le texte. Et tout le texte est contenu dans une forme, un rectangle, qui est une forme vide, une poche, à partir de laquelle le sonnet peut avoir lieu. Il y a ça, et 2001, il y a un autre texte qui est fondateur pour comprendre la pensée d'Emmanuel Ocar, qui est un texte qui s'appelle Mahé, donc H-A-I-E, et qui est un truc qui était très très drôle. À ce moment-là, Emmanuel avait une maison à Bouliac, en banlieue de Bordeaux, et Emmanuel était comme tout bon intello, mais c'était un très bon bricoleur, mais un piètre jardinier. Et il avait une habitude, c'est dès qu'il faisait du jardinage, en fait, il y avait une haie au fond du jardin et il balançait toutes les merdes derrière la haie. Et il avait un fichier sur son ordinateur qui s'appelait Mahé, dans lequel il mettait tous les textes dont il savait pas quoi foutre. Et puis à un moment, il a dit à son éditeur, ok, on publie tout. Donc ça faisait un gros bousin. On l'appelle Mahé puisque voilà, c'est la haie derrière laquelle il jette tout. Et il a demandé à son éditeur de le publier en collection de poésie. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que, évidemment, moi, lectrice ou lecteur, je suis obligé de me dire, pourquoi c'est en poésie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du poématique alors que ça ne ressemble absolument pas à du poème? Et évidemment, là aussi, il y a cette question un truc amorphe, parce que du coup, il faut réfléchir à autre chose. Ça ne ressemble pas à ce que ça ressemble. Mais c'est le principe de la parataxe dans la fondation de la poésie moderne. Ça, et l'invention du vers, qui est évidemment là où il va figer en partie, parce que l'invention du vers, le texte est fait à partir des cours qu'il donnait à ses étudiants à Bordeaux, et c'est le cours qui est travaillé pour devenir une forme plastique, mais qui est une forme poétique, elle-même fondamentalement amorphe, puisqu'elle ne dit pas du théorique, elle dit autre chose. Merci.